Bonjour à tous et bienvenue dans la grande interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Mwedenga Musengo Désiré Salomon, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, ici en Tunisie. Excellence, bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Alors, on va essayer de faire ensemble un tour d'horizon de l'actualité qui fait votre pays et surtout des relations que votre pays entretient avec la région et le monde. Dans un premier temps, je voudrais savoir quelle est votre évaluation de la situation politique et sécuritaire actuelle en République démocratique du Congo. Bonjour Monsieur Bassem. J'en profite déjà pour saluer la grande communauté congolaise établie en Tunisie. Je profite de votre télévision pour aussi saluer les Tunisiens, le peuple ami tunisien et russe qui nous regarde. Alors, par rapport à votre question, je voudrais préciser que la situation sécuritaire de mon pays est préoccupante. Vous savez, depuis déjà le mois de janvier, les villes de Goma, d'abord, et plus tard la ville de Bukavu, sont occupées. Et c'est occupé par un groupe armé qu'on appelle AFC M23. Et donc, cette situation bouleverse les Congolais et le gouvernement s'attelle à pouvoir remettre, n'est-ce pas, de l'ordre dans cette partie de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est préoccupant, mais c'est le moment de le dire. Au Congo se passe une situation terrible. Il y a un génocide qui a déjà duré 30 ans, mais c'est sous silence que le monde n'en parle pas. Et donc, de plus en plus, le gouvernement souhaiterait que la communauté internationale puisse comprendre et reconnaître ce génocide qui a déjà englouti plus de 12 millions de morts. Donc, la situation est préoccupante, mais le gouvernement s'attelle. La situation est préoccupante, comme vous l'avez dit. Il y a eu un petit espoir avec cette signature qu'on a eue à Doha entre le gouvernement congolais et le M23. La Tunisie a salué l'accord de principe. Comment interprétez-vous actuellement ce soutien tunisien et plus largement, quel rôle le Maghreb peut-il jouer dans la stabilité des Grands Lacs? Alors, avant de parler, n'est-ce pas, de cette signature de Doha, il faut se rappeler que déjà le 27 juin, il y a eu déjà une signature d'un accord de paix de Washington qui a précisé que, voilà, qui insiste beaucoup plus sur la préservation de l'intégrité territoriale de notre pays et donc du respect de la souveraineté nationale. Et plus tard, finalement, il y a eu, n'est-ce pas, l'histoire de Doha, qui précisait que l'accord de principe, donc, précisait qu'il faut d'abord libérer, n'est-ce pas, les prisonniers. Il faut que les réfugiés regagnent leur domicile. Il fallait naturellement un cessez-le-feu permanent, mais malheureusement, depuis le mois de juillet, qu'il y a eu cet accord, qu'il y a eu... Aujourd'hui, les choses n'avancent pas. Nous sommes déjà vers la fin du mois de septembre et la ville d'Ouvira constitue finalement le verrou. Le verrou parce que les rebelles voudraient conquérir cette ville, le gouvernement protège la ville, étant donné que si cette ville tombe, quand même, ça ouvre la voie à des imprévus. Et donc, nous apprécions beaucoup la position de la Tunisie, qui, dans sa déclaration, avait effectivement soutenu qu'elle soutenait, n'est-ce pas, le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous ne devons pas perdre de vue cette guerre. Il y a aussi des velléités territoriales qui sont derrière. Et donc, il y a peut-être ces volontés de vouloir grignoter un peu de la terre congolaise. Et ça, le gouvernement n'est pas d'accord. Le gouvernement milite pour qu'il y ait d'abord le retour de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Et voilà. Donc, le problème est à ce niveau, mais nous apprécions quand même, n'est-ce pas, la position de la Tunisie quant à ce. Alors, on a pu remarquer, on a une sorte d'impasse actuellement, politiquement, que ce soit à l'intérieur de la République démocratique du Congo, avec ce souci. Finalement, est-ce qu'une aide pourrait être trouvée au-delà des frontières de la République démocratique du Congo? Et quelles sont finalement les priorités actuelles en termes de politique étrangère du président actuel de la RDC?
Alors, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est sous tous les fronts. D'abord militaire et puis diplomatique. Comme le pays est en guerre, la première chose à faire, c'est de pouvoir retrouver la paix. Et donc, le président ne dort pas. Il a mobilisé le gouvernement national et on y travaille. Deuxième axe, c'est l'amélioration de l'image du Congo. N'est-ce pas? L'image du Congo, il faudrait que mon pays puisse retrouver, n'est-ce pas, sa place dans le concert des nations. Et troisième aspect, le président l'a signalé lors du 16e sommet de ZLECAf. C'était au moment du conseil des ministres, il a dit qu'il souhaiterait que les pays africains puissent apprendre à transformer localement ce qu'ils produisent. Et donc, cette transformation locale signifie, entre autres, l'industrialisation. Pour le cas du Congo, nous avons 3 avantages que nous tirons de cela. Le premier avantage, c'est que le Congo, c'est un pays qui est entouré par 9 pays. Ensemble, c'est 300 millions d'habitants. Et donc, c'est un grand marché. Quiconque investit au Congo, quiconque produit au Congo, il a ce marché-là. Deuxièmement, c'est que le Congo regorge une jeunesse dynamique. Une jeunesse dynamique, c'est-à-dire une main-d'œuvre abondante, gratuite, c'est-à-dire, disons, je dirais beaucoup plus, moins chère, mais aussi et surtout, elle est de plus en plus qualifiée. Parce que la jeunesse actuelle n'est pas comme la jeunesse d'il y a 100 ans, quand nous étions à peine en contact avec le premier colon. Nos grands-parents ne savaient ni lire ni écrire, moins encore ne parlaient aucune langue étrangère. Mais les jeunes actuels, ils manipulent les ordinateurs, ils manipulent les engins, ils parlent les langues, et donc c'est une main-d'œuvre vraiment abondante, moins chère, mais très qualifiée. Mais troisième axe, et aussi important, c'est que une fois on a transformé localement les produits, et que cela, ça pourrait permettre, n'est-ce pas, de pouvoir retenir cette jeunesse sur le sol africain. Parce que vous voyez, ils sont nombreux qui meurent dans la mer Méditerranée, disons, voilà, ils se lancent dans la migration clandestine à la recherche du bien-être. Mais si jamais cette industrialisation s'est avérée, il y a lieu de le retenir sur le sol africain. Donc le président de la République, il est sur ces 3 axes. Alors effectivement, vous avez évoqué un point très important qui finalement on se retrouve dans pas mal de pays africains. On voit aussi cette dynamique et cette volonté de travailler ensemble, à savoir pour l'avenir de l'Afrique. On sait que la RDC a énormément de partenariats avec beaucoup de pays du continent africain, notamment avec la Tunisie que vous représentez aujourd'hui. Finalement, comment on pourrait évaluer les relations bilatérales entre la RDC et la Tunisie et quelles sont les pistes encore à explorer finalement? La Tunisie, c'est un vieux pays ami. La Tunisie et même les Tunisiens, nous sommes en très bonne relation depuis les années 1960. Alors, à cette époque-là déjà, les autorités ou bien les leaders des 2 pays avaient déjà tracé les voies, n'est-ce pas, sur le plan économique et technologique. La Tunisie a été au chevet de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous que notre indépendance, nous l'avons eue dans la douleur. Et donc, tous les troubles qui ont succédé la proclamation de l'indépendance, la Tunisie était avec nous. Quand je rencontre des vieux Tunisiens, ils sont très fiers de me rappeler qu'en 1960, ils avaient déployé un contingent militaire au Congo équivalent à la moitié, plus de la moitié de l'armée tunisienne. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et même la Tunisie a continué à rester avec nous au moment où nous avons eu encore des pépins, déjà vers les années 1998-2000. Jamais la Tunisie nous a abandonnés. Et puis, qu'on se le dise, nous avons aussi, depuis toutes ces années, la Tunisie nous a aidés à former notre personnel diplomatique. Et la Tunisie a joué un grand rôle, n'est-ce pas, pour essayer de représenter le Congo dans les instances internationales au moment où nous étions encore trop fragiles. Donc ces relations sont très bonnes et ces relations de génération en génération, nous constatons que même les leaders tunisiens et congolais continuent toujours à maintenir allumé ce feu qui a déjà été
n'est-ce pas, qui est clair depuis ces années-là. Alors vous avez évoqué des relations vieilles et pérennes entre les deux pays, et notamment cette volonté de toujours continuer à travers l'économie, par exemple. Est-ce qu'il existe actuellement des projets de coopération économique ou d'investissement entre la Tunisie et la RDC? Est-ce que ces sujets sont d'actualité? Est-ce qu'ils sont en discussion entre les deux pays? Bien sûr que depuis 1960, qu'on se le dise, les choses ont évolué. Les choses ont évolué et puis de nouvelles pistes ont été découvertes. Pour le moment, nous sommes en train de préparer la deuxième commission mixte entre la Tunisie et la République démocratique du Congo qui pourra baliser le moment venu et mettre sur pied, ça sera un cadre juridique pour pouvoir mettre sur pied, n'est-ce pas, autant d'accords. Mais il y en a plusieurs accords qui sont sur la table, qui sont en discussion ces derniers temps. Mais beaucoup plus, c'est la liaison aérienne directe entre Tunis et Kinshasa. Vous savez, les hommes d'affaires n'ont pas besoin de perdre le temps dans les avions pour aller du point A au point B. Cette manière de passer par des escales, ça perd le temps, ça ralentit les échanges et tout ça. Nous sommes en train de travailler de plus en plus comment on peut arriver, n'est-ce pas, à faire cette liaison directe entre la Tunisie et la République démocratique du Congo. Alors ces liaisons, vous en parlez des liaisons aériennes entre Kinshasa et Tunis qui pourront faciliter les échanges entre les hommes d'affaires des deux pays, mais aussi faciliter les échanges et la venue d'étudiants de votre pays, la République démocratique du Congo en Tunisie. On sait que les jeunes Congolais apprécient l'éducation qui est fournie ici en Tunisie. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont actuellement ici dans les universités, que ce soit à Tunis, à Sousse ou encore à Monastir. Comment l'ambassade et vous, Excellence, accompagnez ces jeunes dans leur parcours académique? Les étudiants congolais qui évoluent en République tunisienne sont de plus en plus nombreux. Et d'ailleurs, ils ont toujours constitué la plus grande communauté estudiantine d'Afrique subsaharienne. Ces étudiants, au moment où nous pouvons atteindre le pic, il y a eu des moments où on a atteint 2000 étudiants congolais sur le territoire tunisien. Ils sont nombreux qui viennent pour apprendre dans plusieurs domaines. Ils sont nombreux qui viennent pour la formation professionnelle. Et donc, l'ambassade les accompagne dans la paperasse pour, n'est-ce pas, pour tous les aspects administratifs. On les accompagne, mais beaucoup plus, on les encourage à apprendre et à apprendre sérieusement, à accumuler des expériences, à apprendre les bonnes pratiques, parce que, effectivement, le Congo a besoin d'eux au moment où ils ont fini leur formation, qu'ils puissent regagner le pays avec le bagage intellectuel qu'ils auront déjà acquis, et qu'ils puissent contribuer, n'est-ce pas, au développement du pays. Alors ce développement du pays, certes, il va passer par une éducation, une préparation de cette jeunesse qui sera finalement la relève en Afrique. On va parler de l'Union africaine justement, car c'est une dynamique importante. L'Afrique a déclaré qu'elle souhaitait évoluer et continuer en interaction entre les différents acteurs du continent. Quel rôle la RDC souhaite jouer dans l'intégration régionale africaine, notamment au sein de cette institution qui est l'Union africaine? Nous connaissons tous que la République démocratique du Congo est située au cœur de l'Afrique. Nous savons bien que c'est un pays dont la superficie est énorme, un pays qui est entouré par 9 voisins. C'est déjà un grand atout. De deux, la République démocratique du Congo se trouve dans plusieurs organisations régionales. Nous avons de côté la CEAC, 11 pays. Nous sommes dans la SADC, 16 pays. Nous sommes dans la CEPGL, 3 pays. Nous sommes dans l'EAC, donc Eastern African Community, 8 pays. Lorsqu'on met toutes ces organisations régionales ensemble, la République démocratique du Congo est en partenariat avec 36 pays.